33 years of law enforcement. This is the worst treatment of humanity that I've ever witnessed. Kimberly est née le 22 mars 1968 et en janvier 1995, elle épouse Greg Sullivan, un homme de 6 ans de plus qu'elle, qui avait déjà un passé familial assez complexe. 3 ans plus tôt, Greg avait été marié à une femme nommée Tracy, avec qui il a eu un fils né le 7 mars 1993, et pour protéger son identité, on va l'appeler Kevin. Leur union fut assez brève et Tracy, pour des raisons inconnues, renonça à la garde de son enfant et donc Greg eut la garde exclusive de Kevin. Lorsque Greg rencontra Kimberly, ils formèrent une nouvelle famille, mais derrière cette façade de normalité, une histoire terrifiante se jouait dans l'ombre. Un an après leur mariage, en 1996, la famille déménage dans une maison plus spacieuse à Waterbury, au Connecticut. Tout semblait ordinaire, du moins en apparence. Ce que personne ne savait, c'est que Kevin vivait un cauchemar silencieux derrière ses murs. Le 1er janvier 2024, un événement tragique bouleverse cette famille. Greg décède, laissant son fils sous la garde exclusive de Kimberly. Un an plus tard, dans la nuit du 17 février 2025, à 20h42, un appel d'urgence vient briser le calme apparent du quartier. Oh my God. It's 2 Blake Street. What's the address? Please hurry. It's 2 Blake Street. There's a fire. Okay. Oh my God. There's a fire. I'm trying to... Ma'am, what's 2 on Blake fire? Street. The TV, I don't know. My son, he was a stepson, he's in his room, and I don't know, he did something with the TV. I was sleeping. I fell asleep. See flames or smoke? Yes, come on, Steph, come on. Okay, can you get... Yes, we need an ambulance, please. Okay. Please, we need an ambulance. Ma'am, all right, you said something's on fire and now you need an ambulance. What's going on there? Yes, his room, the TV in his room. Did he get injured? Is he on fire? Yes, he's injured. Please send the ambulance. Ma'am, I'm going to send the ambulance. I need to know what's going on and why they're going out there. Where is he injured? I don't know. He's I don't know. He's kind of passed out. He's out of it. Please. Okay, what's your phone number just in case we need to give you a call back? Please. Okay, is the fire out, ma'am? No, it's not. Please. I'm trying to. I understand, ma'am. I'm trying to get information on what's going on there. Oh my God, it's like all the power in the house is out. I don't know if it's Louis. Okay, ma'am, just get out of the house, okay? Yes, I'm going to call my daughter. Right. Oh my God. À leur arrivée, les secours découvrent une scène inimaginable. Au milieu de la fumée et des décombres, un homme est extirpé de la maison, mais ce qu'ils découvrent alors les laisse sans voix. Come on, come down. Come on Who else down. is in the house? Who else is in here? You My with her? stepson is in here. How many other help people? him out. Listen, That's you it. have to I go have 2 cats. Everybody's out, Yes. but your stepson's still inside. Yeah, he's right here. Okay, Yes. come out. Come down the road. Come on. Pull me It's not back. safe to stay here. Come on. All right, It's here not he safe to is. stay All here. right, my dog is Come on. shaking. I know. Come down here. That's 287 code 33 victim. Fire victim. Okay. Come on. My 80 dog seconds is, right here. I Come know on. my dog. I know. Come on. I'm coming. You're seeing that one victim. Kevin, âgé de 32 ans, ne pèse que 30 kg pour 1m75. Son corps est d'une maigreur effrayante, son visage marqué par la souffrance, sa peau est sale, ses dents sont pourrites. Les policiers comprennent immédiatement quelque chose d'horrible s'est passé dans cette maison. Et lorsqu'ils vont interroger Kevin, la vérité va éclater, glaçant le sang des enquêteurs. Lorsqu'il est transporté dans l'ambulance juste après avoir été extirpé des flammes, Kevin avoue avoir délibérément mis le feu à la maison en utilisant un papier, un briquet et du désinfectant, et la raison pour laquelle il l'a fait va vous horrifier. Kevin raconte qu'il est retenu en otage dans la maison par Kimberly depuis qu'il a environ 11 ans. Lorsqu'il avait seulement 3 ans, il vivait avec son père et Kimberly dans leur ancienne maison. Il n'était pas assez nourri et que souvent il devait le soir se faufiler hors de sa chambre pour aller voler de la nourriture et se nourrir. Quand sa belle-mère et son père ont découvert qu'il mangeait en cachette, ils l'ont enfermé dans sa chambre avec un verrou sous la porte. Kevin n'avait que 2 verres d'eau par jour, donc il devait boire dans l'eau des toilettes. Et l'horreur ne fait qu'empirer après leur déménagement à Waterbury. Lors de leur emménagement, Kevin est d'abord installé dans une chambre, mais il est rapidement déplacé dans une pièce de stockage minuscule, sans chauffage ni ventilation, juste une fenêtre. Kevin était toujours très peu nourri, donc il allait en cachette prendre de la nourriture et devait même récupérer de la nourriture qui était dans la poubelle.
À ses 12 ans à l'école, son comportement attire l'attention des professeurs qui contactent les services sociaux, mais Kimberly, rusée, le manipule pour qu'il affirme que tout va bien. We knew it, we reported it, not a damn thing was done. That's the tragedy of the whole thing. Everyone really was concerned with this child since he was 5 years old. You knew something was wrong. It was grossly wrong. Mais les services sociaux sont repassés chez eux quelques années plus tard et c'est là que Kimberly a décidé d'enlever Kevin de l'école. Kimberly lui a donc fait pendant quelques années l'école à la maison, mais ça n'a pas duré, mettant fin à toute éducation. Privé de contact avec l'extérieur, il ne connaît même plus la date ni l'année dans laquelle il est. Il doit écouter en cachette la radio à travers sa porte pour avoir un repère temporel. La vie de Kevin est rythmée par une routine infernale. Réveillé à 8 heures, il accomplit des tâches domestiques pendant des heures avant d'être enfermé pour le reste de la journée. Son seul répit, c'est le week-end quand son père l'autorisait à regarder la télévision avec lui. Kevin raconte aussi que la dernière fois qu'il a mis un pied hors de la maison, il avait 14 ou 15 ans et c'était pour jeter des déchets avec son père. Et après la mort de son père, son calvaire atteint un niveau insoutenable. Kimberly réduit ses sorties au strict minimum, quelques minutes pour promener le chien dans le jardin. Sa ration alimentaire était de 2 sandwichs par jour, mais Kimberly va diminuer cette ration de jour en jour. Il n'est donc plus qu'une ombre enfermée dans une cage invisible. Kevin était donc un otage dans sa propre maison, enfermé dans cette petite pièce à l'aide d'une serrure à l'extérieur de sa chambre, sortant et mangeant au bon vouloir de Kimberly. Il a donc mis le feu à sa maison car, je cite, « Je voulais ma liberté ». Quant à Kimberly, elle a aussi été interrogée par la police. Elle affirme que Kevin a des problèmes mentaux, mais n'a jamais été diagnostiqué car son père était opposé à tout type de soins. Et quand ils lui ont parlé du fait que Kevin était enfermé dans sa chambre, elle a démenti en disant qu'il avait un libre accès dans toute la maison, alors que lorsque la police est allée inspecter la maison, ils ont pu voir cette serrure extérieure dont parlait Kevin. Au vu de toutes ces preuves et du témoignage de Kevin, Kimberly est arrêtée le 12 mars 2025 et accusée d'agression au premier degré, enlèvement au deuxième degré, séquestration au premier degré, cruauté intentionnelle envers une personne et mise en danger imprudente au premier degré. Elle risque jusqu'à 51 ans de prison, mais contre toute attente, le 20 mars, elle est libérée après avoir payé une caution de 300 000 $. Son procès est prévu pour le 26 mars, mais Kimberly clame son innocence. Selon elle, Greg était le véritable coupable et elle ne faisait qu'obéir à ses ordres, alors que Greg est décédé depuis 1 an et les choses n'ont fait qu'empirer. He was not locked in a room. She did not restrain him in any way. She provided food. She provided shelter. She is blown away by these allegations. He was the biological father. He's the one that dictated how his son would be raised. We think as the evidence comes out, you will see that she's not the villain she's being made out to be. Alors dans tout ça, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi il ne s'est pas échappé de cette maison alors qu'il allait promener les chiens à l'extérieur de la maison? Mais c'est bien plus complexe que ça. En fait, c'est une manipulation et une emprise psychologique depuis son enfance dont Kevin avait peur de ses parents et c'est pour ça qu'il s'est jamais enfui. Et surtout, Kimberly, après la mort de son mari, disait à Kevin qu'il aura plus de liberté et que bientôt il pourra sortir plus souvent de sa chambre, lui laissant ainsi un espoir d'une meilleure vie, alors que tout cela était faux. Mais Kevin a eu le courage de mettre le feu chez lui pour enfin sortir de cette maison de l'horreur. Et vous allez sûrement vous demander aussi, mais où était la mère biologique? Pourquoi elle n'a rien fait? Tracy, contactée après l'affaire, confie qu'elle a dû laisser la garde à son ex-mari pour des raisons personnelles, mais ça lui a déchiré le cœur et que durant ces 30 dernières années, elle n'a pas arrêté de le chercher, mais qu'elle a été repoussée par son ex-mari et Kimberly, et qu'elle a été choquée d'apprendre tout cela et qu'elle veut maintenant aider son fils à retrouver une vie heureuse. Kevin a également une demi-sœur, la fille de Kimberly. Elle raconte avoir tenté de le retrouver sur les réseaux sociaux, mais qu'elle n'a jamais réussi. I have been looking for him for over 10 years. Heather Tessman was hoping her half-brother had estranged from his tumultuous family, living a full life away from chaos and trouble, maybe even out of state. Instead, it was 20 years of alleged torture, starvation, and imprisonment, just 12 miles from Heather, with his stepmother, Kimberly Sullivan, accused of all the abuse. Le procès approche donc à grands pas et on attend de voir si Kimberly sera réellement punie pour ses actes. Quant à Kevin, il est toujours à l'hôpital au vu de son état physique et psychologique.
L'association Safe Haven of Greater Waterbury, qui est donc la ville où résidait Kevin, a mis en place une cagnotte où ils ont récolté presque 200 000 $ pour aider Kevin ensuite lorsqu'il sortira de l'hôpital pour tout ce qui est soins médicaux, soins dentaires, mais aussi pour sa future vie et qu'il puisse avoir son indépendance, mais aussi les soins psychologiques dont il va avoir besoin.